Technique et critique. La finitude du sujet et la particularité de la langue ont pour résultat la relativisation d'un savoir par essence provisoire, hypothétique et historique. Cette imperfection inhérente au savoir permet de déterminer en une première approche l'herméneutique et la dialectique comme des disciplines techniques et critiques et de leur assigner leur place dans le système des sciences. Car en effet, dans un premier temps, si le savoir visé par la philosophie demeure relatif, encore faut-il avoir dans une perspective scientifique un savoir de cette relativité. L'irrationalité contenue dans la langue, la différence qui habite l'identité de la raison, doit elle-même devenir un objet de savoir, bien que savoir l'irrationalité ne la supprime pas pour autant. Par là même, la dialectique renvoie à l'herméneutique qui, comme elle, est une technique pour laquelle comprendre est un processus critique. Pour mieux le saisir, il faut commencer par spécifier ce qu'est une technique et mettre au jour le caractère fondamental de la critique pour l'herméneutique et la dialectique. Tant l'herméneutique que la dialectique sont régulièrement définies par Schleiermacher comme des disciplines techniques. En cela, ils ne s'écartent pas de la tradition. L'herméneutique, comme méthodologie spécialement appliquée à la philologie ou à la théologie, est une affaire ancienne qui formulait des règles et des canons pour l'interprétation. Quant à la dialectique, comme Kunstlehre, Schleiermacher la rapporte à la philosophie grecque. Elle avait chez Platon un rôle heuristique comme technique de découverte de la vérité, et c'est à lui qu'il emprunte son nom. La notion de Kunstlehre peut néanmoins prêter à quelques confusions. Comme théorie de l'art, la Kunstlehre est le système qui ordonne les règles dirigeant une techné. En cela, technique est proche de ce que nous appelons méthode, non pas comme simple cheminement de pensée, mais en un sens plus cartésien comme programme qui, au moyen d'instructions, règle d'avance une suite d'opérations à accomplir et signale certains errements à éviter en vue d'atteindre un résultat déterminé. Il arrive même que Schleiermacher présente Kunstlehre et méthode comme synonymes, tout comme ailleurs Kunstlehre est technique. La Kurzdarstellung en fournit les définitions les plus simples. Nous appelons art, c'est cela, et cela déjà dans un sens étroit, toute production composée au cours de laquelle nous sommes conscients de règles générales, dont l'application particulière ne peut plus être ramenée à des règles. Les règles ne peuvent former une théorie de l'art que lorsqu'elles procèdent de la nature même de la méthode dans son ensemble, et donc si elles l'englobent tout entière. Pour constituer une technique, les règles comme telles ne doivent pas composer un simple agrégat, mais doivent être organisées. Il faut que les prescriptions forment un système reposant sur des principes clairs, sans oublier pourtant un moment artistique, en ce qu'il n'y a pas de règles pour l'application des règles, ce que confirme une définition beaucoup plus tardive. Nous appelons Kunstlehre toute instruction pour ordonner justement des activités déterminées, en vue de produire un effet posé comme tâche. En ce sens, dialectique et herméneutique sont pensées comme des disciplines techniques qui élaborent des règles pour une pratique de connaissance. L'herméneutique fournit des règles ou canons à respecter dans l'activité de l'interprétation. La dialectique, des règles ou des canons portant sur la réalisation du savoir. En cela, elles visent toutes deux à une universalité éthique qu'elles contribuent à construire. Aux disciplines techniques, Schleiermacher a l'habitude d'opposer des disciplines dites critiques. L'opposition est toute relative, puisqu'une même discipline peut tour à tour être technique et critique. Si la technique a pour essence de produire l'apparition de l'idée dans le singulier, l'essence de la critique consiste à montrer comment l'absolu se manifeste dans des formes réelles finies. La critique se rapporte donc à la relation entre différence, le singulier, et identité, l'universel. Elle a pour tâche de prendre conscience de la différence entre la différence et l'identité en vue de passer à l'identité de l'identité et de la différence. En d'autres termes, elle doit conduire le singulier vers l'universel en réduisant l'écart qui les sépare. C'est en ce sens que s'effectue la distinction entre le procédé critique ou analytique et le procédé technique qui donne des règles. Ces deux procédés sont deux aspects d'un seul et unique processus général qui n'est autre que celui de la synthèse recherchée entre raison et nature. Les deux, la technique tout comme la critique, opèrent la médiation entre les méthodes spéculatives et empiriques. Les deux types de disciplines tiennent compte, chacun à sa manière, de l'expérience constitutive pour la pensée de Schleiermacher, selon laquelle il n'y a pas
de passage continu entre l'universel spéculatif et l'apparition individuelle. Leur différence réside en ce que la technique construit simultanément le singulier comme une modification libre et comme une application de la règle, alors que le procédé critique rapporte normativement ce qui est déterminé singulièrement à son concept. Ainsi, la grammaire, par exemple, qui rapporte un usage singulier de la langue à la structure générale, est une discipline critique. L'herméneutique use par définition même, si ce n'est pas là sa méthode exclusive, d'un procédé critique, puisqu'elle rapporte toujours un singulier empirique à un spéculatif universel. Dès le brouillon sur l'éthique, l'entreprise herméneutique est appelée critique, comme connaissance de la connaissance. Cette essence critique de l'herméneutique tient à son objet, le discours, qui n'est que dans une compénétration de l'individuel et de l'universel. On voit donc que le concept de critique, dans le cadre même de l'herméneutique, est chez Schleiermacher plus large que celui des disciplines littéraires, que sont la critique textuelle ou la critique philologique. La dialectique, elle aussi, est essentiellement liée à la critique. En 1811, Schleiermacher voit dans l'origine même de la dialectique le lien avec la critique. La dialectique est non seulement l'art dialogique, au moyen duquel on accomplit simultanément avec un autre une construction philosophique, mais encore la critique qui permet de discerner ce qui était science et ce qui ne l'était pas. Si, en effet, la dialectique vise le savoir absolu et que pour l'homme toute science est irrémédiablement relative, par l'irrationalité qui imprègne les divers niveaux de l'individualité, la tâche de la dialectique est de supprimer l'irrationalité au moyen de la critique. La critique s'attaque ainsi à l'individuel du savoir et alors herméneutique. Je ne peux pas m'approprier l'étranger singulier, mais je dois le reconstruire dans la formation étrangère des concepts. On retrouve ainsi au cœur de la visée dialectique l'art de l'interprétation qui doit parvenir à comprendre le principe d'une individualité. C'est en ce sens que la dialectique compte deux aspects principaux, la construction scientifique et la critique scientifique. Dans la dialectique, la tâche critique semble donc être essentiellement une tâche herméneutique. Il faut saisir partout comment l'individuel peut être relevé dans le concept et comment en retour le concept peut être rendu sensible. Surgit ici, dans toute son ampleur, le problème du schématisme que nous retrouverons plus bas. Il s'agit de rendre possible ce qui n'est pas sans rappeler cette avancée de la raison dans le réel sensible. L'acte de rendre sensible chez Kant dans la critique de la faculté de juger, où il est précisément question du schématisme. La centralité de la critique dans la dialectique. Le caractère indispensable de la critique est donc essentiellement lié à la structure du langage, qui unit l'individuel et l'universel. Aucune science ne peut s'en passer, puisque tout savoir est tributaire de sa forme linguistique qui le relativise. Le procédé critique suit et guide donc le savoir dans son devenir, avant qu'il ne soit savoir absolu. Tout savoir devient, au moyen de l'élément du particulier, quelque chose d'intraduisible, donc d'incompréhensible, malgré le caractère dominant de l'objectif. Les diverses sphères de l'individualité, nation, école, famille, personne, le marquent de leur sceau. Le caractère objectif doit néanmoins se manifester. Ainsi est posée dans la connaissance de la connaissance une tâche qui consiste à résoudre l'individuel dans l'objectif. C'est là l'objet de la critique. La relation entre la philosophie comme recherche du savoir et la critique se fonde elle aussi sur le lien inextricable entre savoir et langage dans leur dimension historique. En effet, l'élément irrationnel du discours, qui ne peut être rendu homogène à l'identique, qui conserve une altérité irréductible, rend toujours la communication problématique, voire ouvertement aporétique, car c'est bien au plan de la communication ou du partage de la connaissance que la critique est requise. La communication est rendue possible par la validité intersubjective de l'identique d'un savoir universel ou par son caractère objectif. L'objectivité est ce qui circule entre les sujets dans la communication, ce qui s'échange, et l'apanage de la critique est précisément de dégager cet élément objectif, dont le propre est d'être communicable, de son incrustation subjective, individuelle et inaliénable. La critique qui prend d'assaut l'ineffable individuel est donc l'une des conditions de possibilité de la communication. On voit alors à partir de sa fonction que la critique ne concerne pas une seule discipline, par exemple traditionnellement la philologie, mais que toute une série de disciplines seront appelées critiques. Dans sa méthode, la critique doit comprendre l'individuel,
en le ramenant à l'universel sans pour autant le supprimer. Elle est fausse lorsqu'elle considère l'individuel comme du contingent et veut l'éliminer pour tenir l'universel comme juste. Elle est juste lorsqu'elle vise simplement à rapporter toute individualité plus petite à une plus grande et à voir toute individualité plus grande à partir de la totalité des plus petites. Bref, la véritable critique cherche l'universel sans effacer en retour ce qui est propre à l'individu, alors que la mauvaise détruit l'individualité et ne peut donc déboucher que sur une universalité vide. On relèvera que la méthode critique formule ainsi l'un des canons les plus célèbres de la technique de l'interprétation énoncée et développée d'une manière particulièrement claire dans le second discours prononcé devant l'Académie, souvent désigné par cercle herméneutique. Il faut comprendre le tout à partir du détail et inversement. Le cercle herméneutique est, selon la définition que nous avons donnée, des sens critiques. La critique habite donc l'herméneutique. Il est alors permis d'affirmer qu'au regard et au service de la dialectique, herméneutique et procédé critique ont un statut et une finalité similaires. Saisir la pensée des autres pour mesurer la validité, corriger et compléter la sienne propre. La critique relève donc de la dimension cognitive qui habite la circulation du savoir individuel en le rendant possible dans l'échange. C'est pourquoi Schleiermacher dit que la critique, ainsi entendue, est l'idée du public, au sens scientifique. L'apparition des termes kantiens dans le rapprochement entre critique et publicité est frappante. Ces notions ont cependant chez Schleiermacher un sens spécifique, il faut préciser. La critique n'est plus attachée, comme chez Kant, à la détermination de la possibilité, des principes et de l'étendue, c'est-à-dire des limites de toutes nos connaissances a priori, mais à la possibilité, ce qui chez lui signifie communicabilité, et aux limites ou à l'individualité inaliénable, à l'irrationalité de notre langage, de notre connaissance actuelle qui contient. Le caractère public ne concerne plus simplement l'usage public de la raison. Droit illimité pour un savant, en tant que savant, de traduire devant le tribunal de sa raison toute espèce de discours et de pratique opposé à l'usage privé, celui qu'il est permis de faire de sa raison dans une charge civile qui lui a été confiée ou dans ses fonctions. Le premier étant le droit à la critique dans le sens de la possibilité de débattre avec les savants, mais la circulation des savoirs dont les individus sont possesseurs. D'emblée, critique et publicité sont chez Schleiermacher liés à la relativité du savoir déposé dans un langage par nature relatif et tendant à la communication. C'est pourquoi chez Schleiermacher, la publicité est moins un titre de droit comme chez Kant, qu'une caractéristique relevant de la socialité et donc de la tendance à la communauté. La finalité philosophique de la connaissance visant à jeter un pont entre la nature et la raison, la physique et l'éthique, justifie ici la centralité de la critique dont le procédé comparatif a pour fin de supprimer l'opposition entre la spéculation et le savoir empirique, alors qu'elle trouve son point de départ dans leur entrelacement. Le procédé critique connaît alors deux versants. Il vise d'une part le savoir objectif dont il a l'idée, mais d'autre part jamais il ne perd de vue que ce savoir est terrestre et donc individuel, qu'il est une unité, une identité de l'univers et du particulier. C'est là ce qui, aux yeux de Schleiermacher, distingue la modestie de sa philosophie dialectique de la prétention des formules ordinaires de la philosophie transcendantale. La critique devient aussi la forme universelle de tout commerce scientifique, et en même temps l'unique intuition consciente de la connaissance et l'unique modestie possible de cette dernière. Cette détermination éthique de la critique, établie comme forme principale de la philosophie, étant entendu que toute philosophie est à l'échelle de l'homme. La dialectique vise le fondement absolu et transcendant du savoir, où spéculatif et empirique sont unis. La compénétration du savoir spéculatif complet et du savoir empirique complet, c'est-à-dire l'intuition pure, serait ce qu'il y a de suprême. Schleiermacher tente, nous le verrons, de l'établir en dégageant la complémentarité des deux formes du savoir que sont le concept et le jugement. Le fondement transcendant ne pouvait en vertu de sa nature même être atteint et s'enquiert de ce qui peut en tenir lieu, de ce qui est à l'image du savoir absolu, et il trouve cet ersatz dans la critique. Nous n'avons pas pu établir la compénétration, mais uniquement la critique qui a montré ce qui manquait à chaque représentation pour l'identification. Et cette critique tient à présent lieu de compénétration complète, aussi longtemps que nous ne parvenons pas à une autre expression en elle-même complète du transcendant. Nous n'avons pas non plus la perspective d'établir le savoir comme compénétration complète du spéculatif et de l'empirique. La critique change de ce fait de nature. Elle n'était au départ qu'un procédé, une étape,
de l'avancée vers le savoir en chemin avant de parvenir à ce but. La technique devient aussi art de la critique philosophique par rapport à tout ce qui se donne comme savoir singulier. Le moment critique devait être dépassé dans le savoir. Or, force est de constater que de provisoire et d'auxiliaire, la critique philosophique devient absolument centrale et fermement ancrée dans notre finitude, si la relativité ne peut être élevée au savoir qu'au moyen du procédé critique, et que par ailleurs la relativité nous est consubstantielle, nous avons toujours accès qu'à une figure relative de la sagesse universelle comme critique, que Schleiermacher prend soin de distinguer de la critique kantienne, non pas comme critique de la raison en soi, mais comme critique de son auto-présentation dans le savoir réel. Les deux versants de la critique sont donc d'une part son travail de compensation effectif et de l'autre le développement qu'elle rend possible de la croyance au fondement transcendant qu'elle représente de manière permanente. La croyance au fondement transcendant est ainsi, comme le note justement Udo Klebich, soustraite à la sphère des croyances subjectives pour s'inscrire dans le cadre de l'argumentation rationnelle. La critique scientifique est donc une discipline philosophique fondamentale, et puisqu'elle en est le corrélat, l'herméneutique elle aussi sera fondamentale. En effet, si la dialectique montre que tout savoir est relatif et appelle en cela la critique, l'herméneutique a pour tâche de supprimer tendanciellement cette relativité. C'est là qu'ostensiblement la dialectique débouche sur l'herméneutique. L'interprétation visant à dominer la relativité de la pensée est une technique critique dont la dialectique qui vise le savoir et la production identique des concepts chez les individus différents ne peut se passer. La dialectique dans l'histoire de la philosophie, en s'aviser comme savoir de la science, comme connaissance de la connaissance, comme savoir du comprendre, et en certaines de ses parties, la dialectique semble relever du projet même de la doctrine de la science, au point que c'est d'abord pour n'être pas confondu avec Fichte que Schleiermacher recourt au terme de dialectique. Le nom de dialectique est choisi parce qu'un autre aurait facilement pu engendrer l'opinion que cette exposition relève du cercle d'une certaine école qui aurait choisi cet autre nom. La dialectique est théorie et pratique de la philosophie qui vise le savoir. Elle n'expose pas la philosophie comme science, puisque la philosophie n'est pas encore science, mais elle a la prétention de relever le défi kantien, mener la philosophie sur la voie sûre de la science. Si Schleiermacher note en effet qu'il est prétentieux d'exposer immédiatement la philosophie comme science, il affirme néanmoins que nous sommes entièrement sur le chemin vers la philosophie comme science. Les discours sur l'herméneutique de 1829, qui veulent mettre un terme à l'état toujours encore chaotique de cette discipline, répètent eux aussi en leur domaine cette ambition kantienne.